Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Amphithéâtre Éco. Nous allons parler du PER, le plan épargne retraite, inscrit dans la loi Pacte de 2019. Il a fêté son premier anniversaire en octobre dernier. C'est un nouveau produit dans la panoplie des solutions d'épargne retraite en France. Il a même remplacé toutes les autres solutions antérieures, qu'elles soient individuelles ou collectives, comme le contrat de type Madelin, le PER ou l'article 83. Et le gouvernement a donc placé de gros espoirs dans ce nouveau produit, permettant de simplifier apparemment les offres du marché et d'inciter surtout les Français à épargner en vue de leur retraite. Alors, où en sommes-nous à présent, sachant qu'Amphithéâtre est l'association souscriptrice des plans d'épargne retraite individuels auprès d'AG2R, la mondiale, et où en sommes-nous aussi au sujet de la réforme des retraites, bien évidemment bousculée dans son agenda avec la crise de la Covid. Et bien, pour m'aider à répondre à toutes ces questions, j'ai invité deux spécialistes sur ce plateau. À ma gauche, Patrice Bonin, directeur de Arial CNP Assurance. Bonjour Patrice. Bonjour Emmanuel. Et merci de venir nous aider à apporter des réponses à ces questions de nos adhérents. Et puis à ma droite, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Bonjour Emmanuel. Alors, première question, elle sera pour Patrice. Je le disais, le 1er octobre 2019, le PER, plan d'épargne retraite, a donc été lancé. Ça fait plus d'un an. De nombreux acteurs du marché se félicitent de cette première année. Mais est-ce qu'on peut déjà peut-être juste rappeler ce que c'est que ce PER ou ce PER ? Alors le PER, oui bien sûr, est un nouveau dispositif, né de la loi Pacte. Et il y a 4 grandes caractéristiques par rapport aux produits qui existaient avant. Déjà, on est passé d'une logique, un produit, un statut. Il y avait des produits Madelin pour les indépendants, il y avait des produits article 83 pour les salariés, la préfonds pour les fonctionnaires. Là, on passe à un produit tout en un, pour quel que soit le statut, autour de 3 grands compartiments. L'un destiné à recevoir les versements individuels des personnes physiques, l'autre, le financement des entreprises, et le troisième, tous les flux d'épargne salariale. La deuxième grande caractéristique, c'est qu'on a ouvert le champ des possibles sur ces régimes-là. Dans les anciens dispositifs, lors d'un départ à la retraite, on sortait en rente. Là, le nouveau dispositif a donné la faculté de choisir un capital, une rente ou un mixte des deux. D'autre part, pendant la phase de constitution, ça va permettre aussi de récupérer son épargne, par exemple, pour l'acquisition de la résidence principale. La troisième grande modification, c'est sur la gestion financière. On est dans un univers de taux bas, et donc le gouvernement a pensé une nouvelle approche en termes de gestion financière. Enfin, la dernière caractéristique, c'est la volonté du gouvernement de favoriser la portabilité, la transférabilité de tous les dispositifs les uns dans les autres. Alors, est-ce que ce PER, plan d'épargne retraite, et le PERI, plan d'épargne retraite individuelle, sont un succès ? Et si oui, pourquoi ? Ou sinon, pourquoi ? Alors, après 12 mois, on peut dire que les chiffres sont assez impressionnants, puisqu'on arrive à un taux de couverture de près d'1 million de personnes, à plus de 10 milliards d'encours sous gestion. Mais il faut quand même être un peu prudent avec ces chiffres, parce que 79% des chiffres que j'ai cités viennent d'une transformation de contrats existants dans le nouveau dispositif. Donc, il y a ce mouvement, mais il ne faut pas le négliger quand même, ce mouvement. Ça montre bien qu'il y avait une attente forte des Français vers une plus grande flexibilité des dispositifs, puisqu'il y a eu ce mouvement de fond. Le PER a été lancé au moment où la France se lançait aussi dans une grande réforme de notre système de retraite par répartition. Et puis depuis, une crise centennale est arrivée. Alors Philippe, quelles en sont les conséquences pour le système de retraite et pour les retraités, et notamment en termes de niveau de vie ? Et puis à court et plus long terme. Question difficile, parce qu'on est encore dans cette crise centennale. Au niveau des retraites, premièrement, il faut voir que notre système de retraite fonctionne. Les 16 millions de retraités touchent leur pension avec le même montant qu'en 2019. Donc il n'y a pas de risque en ce qui concerne leur niveau de vie en tant que retraités. Évidemment, la question se pose, quelles conséquences cette crise va avoir sur les retraités de demain et d'après-demain? Il va y avoir des conséquences en termes de déficit sur le régime de retraite. Déjà qu'aujourd'hui, avec la baisse des cotisations, on est à un déficit de 23 milliards d'euros. On savait, avant même la crise, qu'il allait y avoir un déficit en 2024-2025 de 7 à 15 milliards d'euros. Donc évidemment, on a la conjonction d'un problème conjoncturel et d'un problème structurel. Après, je dirais que si on s'occupe réellement, non pas des comptes macroéconomiques, mais
de ce qui va être de la pension des futurs retraités. Il y a la conjonction encore de deux choses. Il y a une tendance de fond, le taux de remplacement. Qu'est-ce que c'est le taux de remplacement? C'est le rapport entre la pension et ses revenus d'activité. Ce taux de remplacement, avant même la crise centenaire, il était en baisse. Et il baissera dans les 20 à 30 prochaines années, du fait des réformes qui ont été mises en place depuis 1993. Et donc, on va perdre, surtout pour les cadres supérieurs, 10 à 15 points de taux de remplacement dans les prochaines générations. Après, est-ce que la crise qu'on connaît aujourd'hui va accentuer? Je dirais qu'elle va accentuer pour ceux qui sont évidemment en chômage, qui vont perdre une année de bonne cotisation. Il faut savoir que le système de retraite, c'est sur les 25 meilleures années. Et si l'année 2020 est une mauvaise année, évidemment, ça va imputer potentiellement le montant de la pension au niveau du régime de base, mais également au niveau du régime par points, parce que les points sont calculés en fonction, globalement, de son montant de salaire. Si en plus on est au chômage, ça peut évidemment conduire à devoir travailler un peu plus longtemps, même si les périodes de chômage rentrent donc dans le calcul des pensions en ce qui concerne les trimestres. Mais c'est vrai que globalement, c'est plutôt pas porteur sur le montant de la pension, mais je dirais que c'est beaucoup moins important que l'accumulation des réformes qui font baisser le taux de remplacement des retraites. Et il faut savoir que le niveau de vie des retraités, qui est aujourd'hui au-dessus de la moyenne de la population, sera d'ici 2040 5 à 10 points au-dessous. Donc le problème, il est devant nous. Et pour compléter peut-être, Patrice? Je pense qu'on voit bien qu'on a très mal réagi à une crise. Et c'est le paradoxe du système en France. C'est-à-dire que nous avons un système de retraite en France qui a fait le pari du tout sur les régimes de base par répartition à 97%, c'est le montant des pensions. Et on voit bien que dans les autres pays, pourquoi ils absorbent mieux les chocs démographiques, les chocs économiques ou les chocs financiers? C'est parce qu'il y a un meilleur équilibre. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à rétablir un financement des retraites qui repose sur 3 blocs. La retraite de base, on vient d'en parler, sur lequel il y aura des efforts à faire. La retraite supplémentaire, c'est le but de la loi PACTE, c'est le but des PER, il faut gagner cette bataille-là. Et puis bien entendu, le patrimoine immobilier. Ce n'est que parce qu'on sera en capacité de réunir ces 3 volets que la France sera mieux armée pour les générations futures pour remporter la grande bataille des retraites. Alors au niveau des retraités actuels et des futurs retraités, est-ce qu'il y aura des conséquences très concrètes à connaître? Par exemple, si on pose la question des trimestres pour valider sa retraite, Philippe, est-ce qu'ils seront pris en compte durant le chômage partiel? Initialement, quand on était au chômage partiel, on ne cotisait pas pour sa retraite. Il n'y avait pas de cotisation retraite. Donc, qui dit pas de cotisation, disait pas de prise en compte des périodes pour le calcul des trimestres. Ça, c'était initialement. Le monde d'avant. Le monde d'avant. Le gouvernement a décidé de modifier ce dispositif et il y a un décret qui est tombé le 1er décembre 2020 qui prévoit dorénavant que les périodes de chômage partiel donnent droit à des trimestres, dans la limite évidemment de 4 par an. On ne va pas pouvoir cumuler davantage, mais il y a une prise en compte de la période. Sur les complémentaires, ce qui est important, parce que les complémentaires permettent en particulier pour les salariés et cadres notamment d'assurer 40 à 50% du montant de la pension. Pour cela, également, les périodes de chômage partiel donnent droit à des points, et donc c'est calculé, c'est pris en compte au moment où il y aura la liquidation de la pension. Alors le nœud, le point de blocage, ça reste toujours l'âge de la retraite concernant la réforme. Est-ce qu'il y a des moyens, Philippe, de le contourner? Est-ce qu'il est indispensable d'associer réforme paramétrique et réforme systémique? Alors là, attention, réforme systémique, réforme paramétrique, de quoi parlons-nous? Réforme systémique, ça veut dire qu'on va changer les règles de calcul des pensions. Dans notre système actuel, on prenait en compte les trimestres, des salaires de référence. À partir de cela, on calculait un montant de pension. Et donc, dans le cadre de la réforme systémique que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre, on passait d'un système par trimestre, par salaire de référence, à un système par point, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur les régimes Agirc et Arco. Et donc, on achète des points et ces points sont transformés en pension au moment de la liquidation. Ça, c'est une réforme systémique. La réforme paramétrique, l'objectif, c'est d'assurer l'équilibre financier à court terme
du régime des retraites. On sait que du fait du vieillissement de la population, du fait du baby-boom qui se transforme en papy-boom, on est face à des problèmes de financement de nos régimes de retraite. Là, il y a évidemment une série de paramètres, durée de cotisation, âge de départ à la retraite, règles d'indexation, qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre du même mode de calcul. La réforme que le gouvernement a voulu mettre en place, c'est vrai, mixer un petit peu les deux. L'objectif initial, fondamental, c'était le régime universel par points, mais on souhaitait quand même assurer un équilibre en 2024 et on voulait mettre des paramètres pour l'atteindre, d'où ce fameux âge pivot qui a fait beaucoup parler, le 64 ans, qui est plutôt refusé par une très grande majorité de Français et par les partenaires sociaux. Alors, la question, c'est évidemment, est-ce qu'on peut faire 100 ? Je dirais que, évidemment, qu'on peut faire 100. Il y a des pays où il n'y a pas d'âge légal, il n'y a pas d'âge pivot. On peut jouer sur la durée de cotisation. En France, on a déjà une durée de cotisation. Elle est de 42 ans en moyenne à l'heure actuelle, 43 ans pour la génération 73 et ultérieure. On aurait pu accélérer le calendrier. Ça veut dire qu'il aurait fallu 43 ans pour la génération, par exemple, 1964. C'est une des voies qui a été imaginée. On peut évidemment faire un système de bonus ou malus. Celui qui part tôt, on lui met un malus, ça existe dans les régimes complémentaires, donc Agirc-Arrco. Celui qui part plus tard, on lui donne un bonus. Donc il y a plusieurs outils disponibles pour justement ajuster en dehors de l'âge de départ à la retraite, ce fameux âge aujourd'hui de 62 ans ou 67 ans. Sauf qu'évidemment, c'est la mesure la plus efficace, donc c'est pour ça que souvent les gouvernements s'y précipitent, mais c'est un des moyens pour assurer l'équilibre des régimes de retraite. Alors je me tourne vers vous, Patrice Bonin. Pour revenir au plan d'épargne retraite, les objectifs initiaux voulus par le gouvernement étaient ambitieux, avec un premier objectif d'une part qui était la volonté de passer de 220 à 300 milliards d'euros d'encours de l'épargne retraite, en incitant les Français à mettre de l'argent de côté pour améliorer leur pension. On va déjà s'arrêter sur cet objectif-là. Est-ce qu'il sera atteint ? Alors, il y avait un double objectif du gouvernement. Il y avait celui-là, pratiquement augmenter de 50% le volume de l'épargne constituée. Et puis, il y avait la durée pour y arriver, c'est-à-dire dans un horizon de 3 ans. Autant je n'ai pas de doute sur le fait qu'on atteindra et dépassera les 300 milliards, parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure, il y a un vrai besoin de nos concitoyens et l'épargne va venir naturellement gonfler les réserves mises pour sa retraite dans les années à venir. Là où le ministre était un peu optimiste, c'est la durée de 3 ans, parce que les produits de retraite sont des produits complexes. L'organisation et l'architecture des retraites, Philippe l'a très bien montré tout à l'heure, c'est pas quelque chose de naturel. Donc il y a tout un effort de pédagogie pour amener les gens à comprendre les enjeux et à faire les bons choix. Et qui dit pédagogie dit un peu de temps. Donc je suis très confiant sur le volume. Je pense qu'en revanche, l'atteinte de ces volumes sera non pas à la fin du quinquennat en 2022, mais probablement un peu après. L'autre idée, c'était que cette épargne aille vers l'économie productive et donc vers les entreprises. Est-ce qu'elle va au bon endroit, cette épargne ? Alors, c'était un autre objectif fort du gouvernement. C'était, je souhaiterais que, à travers la loi sur les retraites, on investisse sur les actions. La vraie question, c'est est-ce que c'est aussi l'intérêt de l'ensemble des assurés d'aller sur les actions ? Dans le contexte que je rappelais aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte où les taux sont très bas, voire même négatifs, ça veut dire que la gestion financière qu'on pouvait faire par le passé à travers les fonds dits en euros des compagnies d'assurance ne répondent plus à la nécessité d'une augmentation significative par l'effet de la capitalisation de l'épargne qu'on a mis de côté. Donc il faut que les Français prennent un peu de risques. Il y a une vingtaine d'années, on avait commencé à mettre en place sur le marché français ce qu'on a appelé la gestion par horizon. C'est-à-dire qu'en fonction du différé d'âge que j'ai par rapport à l'âge de la retraite, je vais plus fortement sur les actions quand je suis très éloigné de l'âge de la retraite. Et puis plus je m'approche de l'âge de la retraite, plus je désensibilise et moins je fais prendre de risques. Et en même temps, comme je verse des sommes de façon très très régulière, ça évite de prendre un risque trop important à un moment donné. Si on regarde rétrospectivement maintenant, le rétroviseur 20 ans après, on s'aperçoit que c'est le type de gestion financière qui a été la plus efficiente de très loin sur la gestion d'engagement long. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le gouvernement l'a compris et le gouvernement en a fait le pivot de la gestion financière de la loi Pacte. Et donc, naturellement, une part significative va s'investir dans les actions,
donc va venir nourrir l'économie productive du pays. Et on a vraiment une loi qui est gagnant-gagnant. Les assurés vont gagner une performance financière plus importante et le pays va gagner un investissement en fonds propres plus important pour l'ensemble de ces entreprises. Voilà une réponse très claire. Alors, de nombreux adhérents d'Amphithéa avaient déjà fait ce qu'il faut pour mettre en place des solutions d'épargne retraite depuis des années, donc des contrats Madelin, des PERP, des contrats d'entreprise, comme l'article 83. Et puis aujourd'hui, tous ces adhérents, ils nous font remonter des questions. Et parmi celles-ci, faut-il ouvrir un PERI? Faut-il continuer à verser sur les anciens contrats? Faut-il transférer ses avoirs des anciens contrats vers le nouveau? Bref, messieurs, quels sont vos conseils? Allez, je commence avec Patrice et ensuite Philippe. Mon meilleur conseil, ça serait de prendre conseil. Parce que ce n'est pas intuitif ni univoque la question qu'on peut apporter à ce questionnement. D'autant plus qu'on l'a vu tout à l'heure, la principale question qu'ont beaucoup de Français, ce n'est pas est-ce que j'ai intérêt à souscrire ces nouveaux contrats, c'est est-ce que j'ai intérêt à transformer mon contrat existant, vous l'avez bien rappelé, dans le nouveau dispositif. Je vais prendre 2 exemples. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a un ancien dispositif avec des conditions techniques ou des garanties particulières qui répondent soit à une situation familiale particulière, soit à un objectif patrimonial. Et il ne retrouvera pas nécessairement, compte tenu de la législation sur les pairs, les mêmes dispositifs dans le nouveau produit. D'où l'intérêt de bien comparer. Deuxième exemple. Vous aviez dans l'ancien dispositif un PERP, un plan d'épargne retraite populaire, qui permettait de sortir partiellement en capital, jusqu'à 20% de son épargne, et le reste en rente. Si vous vous dites, pour des raisons personnelles, je veux pouvoir tout récupérer en capital, vous pouvez avoir un intérêt à aller sur le PER individuel qui permet de tout récupérer en capital. Mais si vous vous dites, j'aimerais bien avoir un bon équilibre des deux, parce que la rente, c'est quand même le salaire du retraité. Donc c'est un revenu régulier. Vous avez probablement intérêt à rester dans l'ancien dispositif et à continuer à verser l'ancien dispositif. Pourquoi? Parce que la partie en capital partielle que vous avez retirée de l'ancien dispositif aura une fiscalité 4 fois moins élevée que celle que vous aurez dans le nouveau dispositif. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement important de se rapprocher d'experts, de se rapprocher de ses conseillers pour analyser chaque situation individuelle. Merci pour ces conseils. Alors les conseils maintenant de Philippe. Patrice a quasiment tout dit. Évidemment qu'il faut demander conseil parce que en matière de retraite, on voit que chaque cas est particulier. On le voit à travers les produits qu'on peut avoir. C'est vrai que si on a un PERP et si on sait faire une petite sortie en capital, on a certainement intérêt peut-être à le conserver. Si en revanche on veut une grosse sortie en capital, peut-être qu'on a intérêt à basculer donc sur le nouveau produit, sur le plan d'épargne retraite tel qu'il est commercialisé depuis le 1er octobre 2019. Mais moi je vais me poser la question de savoir aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur épargne ? Avec la crise Covid, les Français ont épargné comme jamais dans leur vie. Sur l'ensemble de l'année 2020, les Français vont mettre de côté 200 milliards d'euros. Ce n'est pas que 200 milliards d'euros au titre de la crise Covid. C'est à peu près 120 à 130 milliards d'euros qu'ils épargnent traditionnellement, auxquels s'ajoutent 70 milliards d'euros Covid. 200 milliards. Est-ce qu'ils ont besoin de tout conserver en épargne de précaution ? Pour un certain nombre, peut-être oui. C'est vrai que les commerçants, les indépendants sont en situation un peu plus fragile. Mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce que c'est vrai pour donc les salariés du privé, pour les fonctionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas justement la possibilité de réfléchir comment on peut utiliser une partie de cette épargne qui est aujourd'hui sur les comptes courants, qui est aujourd'hui sur le livret A, pour mieux l'affecter à un objectif qui tient énormément au cœur des Français, avec une angoisse sur le niveau de vie qui est extrêmement élevé. Et justement, comment réorienter? Il y a le plan d'épargne retraite qui ouvre droit à des avantages fiscaux. En plus, on peut même maintenant choisir avantage fiscal à l'entrée ou avantage fiscal à la sortie, extrêmement souple, rente, comme l'a dit Patrice, ou capital. On peut opter, on peut choisir, donc il y a une extrême liberté, et en plus, on peut faire du bien à son pays, ce qui est quand même pas mal, en réorientant vers l'économie dite productive, vers les entreprises qui en ont besoin en termes de fonds propres, pour investir, pour se développer, pour créer des emplois. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment de réfléchir comment on peut se faire du bien individuellement, à titre privé, et puis collectivement. Et donc le PER, là-dessus, ouvre de nombreuses perspectives.
Un grand merci, messieurs, pour vos conseils avisés, pour vos réponses aussi. Je vous propose, quant à nous, de nous retrouver sur amphithéa.com où vous pourrez regarder le replay de cette vidéo. Vous pourrez également vous informer sur nos actualités. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Amphithéa Éco.